c'est Clémentine et Lise, coach mindset et coach business, les hôtes du podcast de la loose. Si toi aussi t'en as marre de voir que des success stories sur Instagram sans jamais aucune ombre au tableau, c'est le podcast qu'il te faut. L'objectif ici, c'est de dédramatiser, désacraliser et relativiser les échecs pour enfin se lâcher la grappe. À travers des échanges sans langue de bois, on va te partager les galères des entrepreneurs comme toi et moi. Retrouve-nous tous les mardis pour un nouvel épisode et découvrir la vraie vie des entrepreneurs. Alors, prêt à kiffer l'échec ? Aujourd'hui, on reçoit Clémence de Bien dans mon plumard sur le podcast de la loose. Clémence, c'est qui ? Clémence, elle est psychothérapeute et psychologue spécialisée dans le trouble du sommeil, pour les adultes surtout. Et son objectif dans la vie, c'est quoi ? C'est tout simplement de vous aider à retrouver des nuits paisibles, pour profiter à fond de vos journées, profiter de votre quotidien et ne pas subir tout simplement le manque de sommeil. Clémence, elle a bossé pendant plus de 10 ans dans le domaine hospitalier et 5 ans dans le sommeil spécifiquement. Ouais, voilà. Clémence, bonjour. Comment ça va ? Hello. Ça va très bien et vous ? Ça va, on a bien dormi. C'est très bien, moi aussi. Pas beaucoup, mais j'ai bien dormi. Ok Clémence, donc on a pour habitude de commencer tous nos épisodes de podcast par un petit jeu, donc c'est rien de bien méchant, c'est juste un système de questions-réponses, donc les réponses c'est soit oui soit non. Il n'y a pas besoin d'expliquer ta réponse ou quoi que ce soit, l'idée c'est un petit peu du tac au tac, on va y aller crescendo et ça va nous permettre de mettre un petit peu les pieds dans le plat avant de parler du sujet fâcheux. Ok, ça va, t'es prête ? Je prépare, ouais, je suis prête, au taquet. Ok, alors première question, est-ce que tu as déjà envoyé un mail sans la pièce jointe ? Oh oui, tout le temps. Est-ce que tu as déjà posté une boîte à questions en story sur Instagram et récolté 0 réponse ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu as déjà fait une faute d'orthographe dans un mail, une publication peu importe ? Oh oui. Est-ce que tu as déjà envié, jalousé ou peut-être même détesté une personne qui réussissait quand toi justement tu galérais dans ton entreprise ? Oui. Est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Très récemment. Est-ce que tu as déjà pleuré pour ton business ? Sûrement oui. Je m'en souviens pas, mais sûrement. Est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter ? Non. Est-ce que tu t'es déjà remis en question sur tes choix, tes décisions, etc. ? Oui, tout le temps. Est-ce que tu as déjà perdu de l'argent dans une publicité, une stratégie qui n'a pas fonctionné, un recrutement qui a foiré ou... Oui, évidemment. Ok. Et dernière question, est-ce que tu dirais que tu as tout le temps confiance en toi aujourd'hui ? Ah non. Ok. Merci pour ton honnêteté. Ouais, on pourrait répondre coupable ou non coupable aussi. Tu vois, ça marche. Hein. On va changer le truc, c'est coupable ou non coupable. Ça va être pas mal. Trop bien. Merci beaucoup pour ces réponses. Donc, merci. Clémence, toi aujourd'hui, tu as créé Bien dans mon plumard. Ouais. Ça fonctionne de ouf, que ce soit le Marmotte Club ou les accompagnements individuels. Donc, Marmotte Club, c'est du collectif et sinon l'individuel. Ça n'a pas toujours été le cas. Non. Je sais qu'aujourd'hui, tu inspires beaucoup les gens parce que justement, tu as ce succès, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il y a eu d'autres entreprises en plus avant. Ça, peu de personnes le savent. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Maintenant, ça en va agrandir un petit peu le nom, mais personne ne le savait. Clémence, qu'est-ce qui s'est passé ? Enfin, qu'est-ce que tu as créé d'abord quand la première entreprise, en fait, c'était quand ? Qu'est-ce que c'était ? Est-ce que ça avait un rapport avec le sommeil ou pas ? Et voilà, qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que pour revenir vraiment au début de toutes mes tergiversations psychologiques, faut revenir aux alentours de 2019-2020. Faut savoir qu'à ce moment-là, je travaille toujours à l'hôpital et le climat d'ambiance se détériore très fort depuis 2 ans. Il y a des conflits qui ne me concernent pas moi directement, mais où on essaye de me prendre à partie d'un côté comme de l'autre. On essaye un petit peu de me faire prendre position des 2 côtés. Et donc moi je brandis mon drapeau de la Suisse coûte que coûte, tu vois, mais c'est très difficile. Donc je me sens tiraillée parce que parce que je me rends bien compte que je ne corresponds pas aux attentes ni d'un côté ni de l'autre. Donc du coup je suis l'ennemi de tout le monde. À vouloir être la neutralité, je deviens presque l'ennemi de tout le monde. Donc c'est un peu compliqué. Et donc
parallèlement à ça, faut savoir que moi, dès que j'ai commencé à bosser, en fait, on m'a tellement répété toutes mes études que je trouverais pas de boulot, que ça sert à rien de faire la psycho parce que de toute façon il y a pas de débouché, etc. Qu'en fait j'en viens à me débattre bec et ongle pour avoir exactement le boulot que je veux. Et donc à 23 ans, j'ai un CDI dans le service que je veux, le truc que je veux. Donc en fait c'est génial. Pendant 48 heures, c'est génial. Au bout de 72 heures, je me dis, ah ouais, c'est génial. Ouais, c'est vraiment génial. J'ai 23 ans, j'ai le CDI que je veux. Bon, ben, voilà, je suis partie pour 45 ans. Je remets ça dans le contexte parce que, en fait, c'est ce qui fait que très rapidement, j'ai ressenti le besoin de me former continuellement. J'ai été curieuse. J'ai besoin, en fait, d'être nourrie parce que cette routine, en fait, de carrière longiligne m'a toujours donné un petit peu le vertige. Donc, ça, je pense que c'est quand même important de l'expliquer dans mon caractère, en tout cas. Et en plus de ça, autre chose importante, c'est que j'ai commencé ma carrière en travaillant en soins palliatifs et en oncologie. Donc, voir des gens mourir 2 ans avant leur pension, avant leur retraite, ou voilà, qui ont attendu toute leur vie pour vivre, et puis patatras, tout s'effondre. Donc ça, je pense que c'est quand même important d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui sous-tend ma mentalité. Donc voilà, 2019, il y a des conflits dans mon équipe et voilà, je suis drivée par cette notion de je vais pas attendre pour vivre, je veux être épanouie dans mon travail, je veux être bien, je veux être stimulée, je veux être curieuse, etc. Et donc, ben voilà, je sillonne les réseaux sociaux, un peu comme tout le monde, et je suis vraiment inspirée par des personnes qui font des trucs rien à voir, totalement rien à voir. Entre autres, un gars, un Belge qui, enfin voilà, qui fait tout ce qui est randonnée, expérience, outdoor, etc. Et ben du coup, je crois, à mon avis, ça date peut-être juste avant le confinement. Bah, je me dis, bah, je vais lancer un compte Instagram. Parce que c'est pour ça, je vais pas dire que mes expériences, je les caractériserai pas comme des entreprises, je les caractériserai comme des comptes Instagram, tu vois. Parce que je pense que j'ai pas gagné beaucoup d'euros, tu vois. Pour moi, à partir du moment, enfin, voire même pas du tout, ah bah, c'est à partir du moment où on commence à gagner, accumuler, ne fût-ce que quelques euros, on peut commencer à parler d'une entreprise. Mais voilà. Oui, il faut aussi, ouais, parce que là, je parle déjà de 2020. C'est vrai qu'on arrive très vite au confinement. Mais 2 mois avant le confinement, on diagnostique la maladie d'Alzheimer à ma maman, qui a à l'époque 63 ans et qui n'est même pas encore retraitée. Donc on se rend compte que c'est déjà un stade modéré et en fait elle est fonctionnaire, donc elle est retraitée parce qu'elle est malade. Donc elle travaille plus à partir du diagnostic, elle ne travaille plus parce qu'elle est enseignante et qu'elle se souvient plus des interros qu'elle a fait passer la semaine précédente. Et donc voilà, donc là, moi, il y a un truc qui switch dans mon esprit. Je me souviens très bien, j'ai appris le diagnostic de ma maman quand je bossais, je bossais à l'hôpital ce jour-là. J'appelle mon beau-père qui m'annonce que c'est bien ce qu'on redoutait. Et là, je m'effondre, hein, ouais, je me mets à pleurer et bah, je suis bien obligée de retourner dans mon bureau avec mes yeux tout rouges, ma morve qui coule. Et là, je me souviens de vraiment un pétage de plomb, quoi. Je regarde ma chef et je dis, mais si vous croyez que je vais continuer à me faire chier avec vos problèmes de merde, alors que si ça tombe, moi, à 63 ans, voilà, je vais aussi choper Alzheimer. Enfin, bref, il y a un historique familial. Maintenant, spoiler alerte, je n'ai pas les gènes d'Alzheimer, donc ça, je peux me permettre d'en rire. Mais à ce moment-là, il y avait ça qui me pendait un peu au-dessus de la tête. Et donc voilà, donc tout ça mis l'un dans l'autre, boum, on arrive au confinement. Dans le milieu hospitalier, au début, moi, en tout cas, très personnellement et très égoïstement, parce que je sais que ça ne représente absolument pas la dure réalité de la société, mais au début, moi, ça me donne une bouffée d'oxygène, en fait, le Covid. Parce que je travaille plus avec les gens de mon équipe à ce moment-là. Je suis détachée, et je suis détachée psychologue Covid, si tu veux. C'est-à-dire qu'on accompagne les familles pour maintenir du lien et de la communication avec leurs proches hospitalisés. Et donc, du coup, j'ai plus rien à voir avec les gens qui travaillent au laboratoire du sommeil avec moi.
et avec qui il y a des conflits. Donc voilà. Et donc voilà. Du coup, j'en profite pour aller randonner parce que nous, on pouvait, en fait, on n'avait pas comme vous en France, donc je suis belge. Nous, on pouvait bouger encore, on n'était pas limité à 1 kilomètre et tout. Donc, voilà, j'alimente mon compte Instagram, je fais plein de trucs. Et en fait, c'est vrai que très rapidement, je suis mal à l'aise que des gens de mon entourage ou quoi découvrent ça. À la fois, j'ai envie d'en parler, à la fois... tu sais, t'as toujours ce petit entre-deux, quoi, de dire, si j'en parle, ça devient concret, et d'un autre côté, c'est dire que si je me plante, ça devient concret aussi. Donc, t'as quand même le regard des gens qui se disent, ouais, mais toi, t'es psy, qu'est-ce que tu fais là, en fait, tu vois. Bref. Et puis, tu vois, comme j'ai 50 000 centres d'intérêt et que je suis curieuse par plein de trucs, à la fois, je me dis, est-ce que vraiment je vais réussir à gagner ma vie avec ça, nanana. Donc, tiens, je m'y connais aussi vachement bien dans le vin, j'ai suivi une formation dans le vin, donc tiens, je pourrais aussi faire ah là là, je pourrais faire aussi un blog dans le vin, etc. Tu vois, le concept de niche et de rester focus sur une tâche, à ce moment-là, je maîtrise pas bien du tout, quoi. Donc voilà, donc je me paye une formation hyper chère pour apprendre le blogging, alors que en fait, ceux qui me suivent le savent, je déteste écrire. Moi, mon format, c'est la vidéo, quoi, c'est clair, c'est les réels et c'est les stories. Mais donc en fait, je claque mes thunes là, tu vois, vraiment dans des formations qui ne me servent absolument pas. Et donc voilà, donc j'avance là-dedans, mais j'avance et à la fois je me perds, quoi, complètement. J'ai l'impression qu'il y a rien qui va, en ressortir. J'en parle à une de mes amies qui travaille dans le business en ligne et me dit, effectivement, Clémence, en fait, comment est-ce que tu veux monétiser ça? Tu vas pas envoyer des bouteilles de vin aux gens. Enfin, tu vois, c'est un peu bien. Bref, je prends tout dans le mauvais sens, quoi. Tu vois, je lance les trucs et puis en fait, je réfléchis après, mais en fait, c'est quoi le but de tout ça? Donc voilà, et puis avec tout ça, le temps passe quand même, hein, parce que j'ai quand même j'ai une grande qualité, c'est que je passe à l'action. Donc il faut quand même que je mette à l'action pas mal de choses pour me rendre compte que je suis dans une impasse. Donc pendant ce temps-là, ça se passe bien, sauf que après le premier confinement, on est déconfiné, puis on est reconfiné, et nous, d'un point de vue professionnel, c'est très compliqué parce que notre activité au laboratoire du sommeil reprend, mais il y a quand même toujours le Covid, donc on doit prendre en charge les patients Covid tout en faisant notre boulot habituel. Donc, autant te dire que sur un temps plein, ça rentre plus, quoi. Donc, je fais un week-end sur 2, alors qu'avant, je faisais jamais de week-end. Là, je fais un week-end sur 2 pour qu'il y ait toujours une permanence pour la communication des patients Covid et de leurs familles. Et à côté de ça, on est quand même en première ligne, quoi. Donc on n'est pas du tout équipé. On commence à plus du tout être équipé non plus. Donc voilà, on a des masques qui sont plus adaptés. On chope tous le Covid. Enfin, à ce moment-là, c'est quand même hyper anxiogène, quoi, parce qu'on sait pas trop ce qui se passe. On a peur pour nos proches. Je peux plus voir ma maman. Enfin, tout ça mis l'un dans l'autre. Et puis gros. Parce que je pense que c'est important et très certainement que les autres personnes qui ont été interviewées ont dû avoir des choses pareilles. C'est quand la tentative de pro, parce que je peux pas encore tout à fait parler de pro, mais que tu vois, j'étais vraiment coincée entre je suis plus bien là où je suis. Au niveau de ça commence vraiment à me grignoter au niveau de ma santé mentale. J'ai besoin de bouger. Je sais pas quoi, je sais pas comment, surtout je sais pas comment. Quoi, ça je trouverai toujours, mais je sais pas comment. Et boum, t'as des trucs privés qui te viennent te taper sur le coin de la gueule que t'avais pas anticipé, quoi. Bon, désolée, je suis un petit peu vulgaire, mais c'est scandaleux ce genre de discours. Moi, ça me... il faut savoir que en mars 2021, la petite minute émotion, en mars 2021, mon papa fait une chute. Il vit en Moselle à ce moment-là. Mon papa vivait en France. Il fait une chute le lendemain de son vaccin. Il fait une chute à la pharmacie. Il est hospitalisé. Et là, pas de bol, il chope le Covid à l'hôpital.
Voilà, mon papa est assez âgé et donc il chope gentiment le Covid et puis l'hôpital le renvoie très gentiment chez lui parce qu'il n'a pas une forme grave de Covid, soi-disant. Et donc bref, je vous passe les détails. Je vais le chercher. Je me bouge, je vais le chercher. J'essaye de trouver une solution en fait, quelle qu'elle soit. Et là, je bénis le ciel de travailler dans un hôpital, de bien connaître du coup le responsable de la cellule Covid qui n'est autre que mon chef. Bref, je passe les détails, mais je ramène mon papa en Belgique avec ma petite voiture pour qu'il soit soigné, en Belgique. Et malheureusement, un mois plus tard, mon papa décède du Covid dans mon hôpital, du coup. C'est pour ça que j'explique ça. C'est pas juste pour tenter de me faire pleurer. C'est pour remettre un petit peu le contexte. Donc, cet hôpital, en fait, je commence à plus pouvoir me le voir. À plus pouvoir me le voir en peinture. D'autant plus qu'il y a cette relation un petit peu ambivalente entre mon chef de service qui, à la fois, me tiraille au quotidien à vouloir prendre parti dans des conflits et qui vient de tout faire pour sauver mon papa, en fait. Donc, c'est un peu une ambivalence compliquée. Bref, les mois passent. On essaye de garder la tête hors de l'eau. Franchement, c'est pas évident. Et puis là, je me marie. Il y a quand même des trucs positifs dans la foulée. Je me marie. Je devais me marier en 2020. Et puis, du coup, le malheur de la vie a fait que mon papa n'a pas pu être là le jour de mon mariage. Et puis, quelques mois après notre mariage, mon mari me dit, écoute, je te reconnais plus, quoi. T'es plus toi-même, tu râles tout le temps, t'as plus l'air heureuse, et voilà, t'as plus la joie de vivre que je te connais, quoi. Et là, en fait, je panique, je panique complet. Et même, c'est ma réaction qui m'a fait réagir, même encore plus que ses paroles à lui, parce que c'est quelqu'un d'hyper bienveillant, c'est quelqu'un de très attentif à moi, et il me le disait vraiment avec beaucoup d'amour. Et je l'ai pas du tout entendu comme ça. Moi, je me suis dit, ok, il va me quitter, il va partir. Je fais des crises de panique. Je dis, mon Dieu, ça y est, je suis en train de foutre mon mariage en l'air au bout de 6 mois, alors que voilà. Et là, il me dit, mais Clémence, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, ça va pas, quoi. Tu vois, donc premier signal d'alarme. Premier signal d'alarme. Deuxième signal d'alarme, quelques semaines après, très peu de temps après, j'ai l'enterrement de vie de jeune fille d'une de mes meilleures amies dans le sud de la France. Et d'habitude, quand je vais chez elle, je fais des bons, je connais tout le monde, je suis trop pumped up. Et là, je décompte les heures avant d'aller dormir, quoi. Et là, mais je m'en veux parce que 6 mois plus tôt, c'est elle qui organise mon enterrement de vie de jeune fille et elle est là pour moi et moi je suis pas là, je suis pas là, quoi. Moralement, je suis pas là. J'ai une autre amie qui est là ce week-end-là et qui a suivi de loin un peu tout ce qui s'est passé, le décès de mon papa, etc. Et donc je lui explique tout ça, je lui explique tout pendant ce week-end. Et elle me dit et sinon Clémence, ça va? Je dis écoute, c'est bien que tu me poses la question parce que je pense que je vais pas très bien, en fait. Je pense que là, voilà, ce week-end-ci me montre que je suis l'ombre de moi-même. Je ne suis pas dans mon état normal, ça va pas, quoi. Et elle me dit, écoute, je vais te dire un truc tout con, vraiment tout con, mais il faut que tu lâches. C'est là, quoi. Tu es déjà dans cet état-là. Et là, rien que le fait qu'elle me dise ça, j'ai une vague d'angoisse qui me monte, qui dit « Oh, mais non, mais je peux pas lâcher. Je peux pas lâcher. Parce que si je lâche, je tombe de la falaise. Je sais pas ce qu'il y a en bas de cette falaise. Et je sais pas à quelle hauteur elle se situe, cette falaise. » Et je dis, je peux pas, en fait, parce que si je lâche, je peux m'effondrer, mais vraiment. Et c'est pas mon style de m'effondrer. Et surtout, je sais pas ce que ça va donner parce que là, j'ai envie de me barrer de l'hôpital et
et j'ai plus de jus. Enfin, en fait, je sais plus quoi faire, quoi. Mon troisième compte Instagram qui avait pour objectif d'aider les gens à développer un side business. Tiens donc. Sauf que, vous comprenez un petit peu la dissonance cognitive que j'avais à ce moment-là, hein, clairement, où je dis, mais c'est trop génial, vas-y, crée un business à côté. Et moi, j'étais en PLS, quoi. Donc, et en fait, il y avait un discours à ce moment-là qui m'insupportait. Je pense que c'est parce que je voulais pas le voir en face. C'était si tu n'es pas aligné avec toi-même, ça se ressent dans ta communication, même non verbale. Oh putain, qu'est-ce que je pouvais pas me l'avoir cette. Ah ouais. Et moi j'étais non mais je comprends pas, mais moi j'ai la dalle, enfin je suis prête à y aller. Et en fait j'étais en mode de survie, quoi, total. J'étais complètement en mode de survie. Un mois après cet enterrement de vie de jeune fille, il y a le mariage de ma meilleure amie. Et je me souviens, le jour du mariage, je me connecte à mon compte Instagram, ce fameux compte Instagram, et là, je vois que j'ai une collègue qui me suit, qui me suit sur ce compte-là, une collègue de l'hôpital. Et là, je vrille complet. Et je vrille complet. Je commence à faire une crise d'angoisse et tout. Et là, mon mari me dit, mais non, mais Clémence, là, stop, quoi. Stop. Enfin. Donc, du coup, je réfléchis à la temporalité. Tu vois, j'avais dit que je risquerais de m'emberlificoter un petit peu. Alors, non, je pense que c'est une dizaine de jours avant. Ouais. Je suis à l'hôpital. Bon, désolée, vous ferez peut-être un petit peu de montage. T'inquiète. Aux alentours de mi-mai 2022, là, du coup, on est, je vais à l'hôpital, enfin voilà, je fais ma journée, tout va bien. Et puis, enfin, tout va bien, voilà. Et puis, je suis en consultation. Et là, j'ai un patient, je vais même pas dire compliqué. Je vais dire, il vient titiller quelque chose en moi. Enfin voilà, il vient appuyer sur un bouton en moi qui me fait réagir directement. Et en fait, à un tel point, on avait encore les masques à ce moment-là, à un tel point que là, je sens le point de rupture arriver. Et je me dis, oh, j'ai envie de lui gueuler dessus. Je vais lui gueuler dessus. Je vais. Et là, heureusement, je m'en rends compte. Je dis, ok, là, stop. Oh, urgence. Tu sais, t'appuies sur la manette, t'arrêtes le train. Tu fais, oh, désolé monsieur, on va pas pouvoir continuer la consultation. Je vais vous donner des coordonnées d'un collègue. Et en fait, je sais plus ce que je dis, mais j'arrive à clôturer l'entretien. Je crois qu'il est resté un quart d'heure dans mon cabinet. Je lui ai même pas fait payer. Il est sorti. Là, j'appelle ma grande sœur. C'est la petite, là. J'appelle ma grande sœur. Je me mets à pleurer, mais j'étais inarrêtable. Je me dis, là, j'étais à 2 doigts de franchir une ligne rouge foncée. Et catastrophe, quoi. Vraiment catastrophe. Je pleure. J'avais encore un patient après. Oh là là, il m'a vu, surtout avec les masques, tu vois que les yeux, c'est horrible, t'as les yeux rouges éclatés. Enfin. Et là, je rentre chez moi le soir. Et pour une fois, mon mari ne me répond plus. Va chercher ton chèque. Là, ça faisait facilement 6 mois, 1 an qu'il me disait va chercher ton chèque. Va chercher ta paye à la fin du mois. C'est pour ça que tu y vas et tout. Et là, je m'attends à ce qu'il me dise ça. Et il me répond pas ça. Il me dit c'est bon, la Clémence, stop. Il te faut une date de fin. Il faut que fin de l'année, maximum, tu quittes l'hôpital. Mais du coup, il faut que ton autre activité fonctionne. Tu vois? Elle dit oui, c'est compliqué. Quoi. Ok. Il dit ben voilà, tu fais tout pour. Ouais, pas de souci. Tu vois, je la gagne. Pas de souci, je vais y arriver. Sauf que le lendemain, je retourne à l'hôpital. Encore, forcément, les yeux explosés. Et là, j'ai un de mes collègues avec qui je m'entends bien, avec qui on est toujours amis maintenant, qui me dit oh là là, Clémence, t'as une sale tête, ça va?
Et je dis, bah écoute, oh ouais, hier, je te jure, je me suis fait peur et tout. Je dis, et du coup, je commence à lui raconter. Et là, je lui raconte et je me mets à trembler et tout. Je dis, bon, tu sais quoi, je vais aller me mettre dans mon cabinet de consultation, ça va aller, je vais me calmer. Et je m'enferme dans mon cabinet de consultation parce que j'avais des patients le matin. Et là, à nouveau, je me remets à pleurer. J'arrive pas à m'arrêter, quoi. J'arrive pas à m'arrêter. Et là, je me dis, par respect pour mon patient, je peux pas le voir. Enfin, c'est pas possible. Je suis pas en état d'écouter quelqu'un. C'est pas possible. Et du coup, là, j'appelle ce collègue. Et je dis, écoute, ça va pas. Je dis, est-ce que tu pourrais m'apporter mon sac et mes affaires? Je pense qu'il faut que je rentre chez moi, quoi. Et je crois que lui, on se revoit encore régulièrement parce que c'est une des rares personnes avec qui j'ai gardé contact. Je crois que même lui, c'est marqué dans son esprit de me voir dans cet état-là, m'apporter mes affaires. Et heureusement, il a été adorable. Il a demandé à ma secrétaire d'annuler tous les rendez-vous. Il a fait passer le message. J'étais incapable même de retourner et d'affronter le regard aussi de mes collègues et de ma chef, etc. Bref, et donc voilà, donc me voilà au mariage de ma meilleure amie où là mon mari me dit non mais en fait Clémence accepte que tu retourneras pas en fait, tu retourneras pas à l'hôpital et limite je te laisserai pas y retourner quoi, tu vois. Et moi j'étais mais si, mais non, mais parce que moi j'ai toujours adoré travailler là-bas, tu vois, t'avais ce truc de mais moi j'adore mon métier, j'adore l'environnement hospitalier, ça se passait super bien, ça s'est super bien passé pendant 6-7 ans quoi. C'est vraiment les 3-4 dernières années où ça a foiré complet. Et pas ma faute. Même pas moi je me dispute avec personne, moi je suis cool. Mais voilà, les choses ont fait que c'est parti en cacahuète totale. Et donc voilà. Donc je continue à m'acharner par rapport à ce business-là. J'essaye de lancer une bêta test et tout. Ça marche pas, je fais 0 vente. Et je comprends pas parce que tout le monde dit qu'en 3 mois sur les réseaux, on peut... Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde me dit qu'en 3 mois, tu peux passer de 0 à 10K, quoi. Mais c'est insupportable. Franchement, en fait, je me souviens de cette souffrance, vraiment de dire, mais putain, enfin, désolée, j'ai vraiment envie que ça marche. Je fais tout, je passe à l'action, tu vois, je teste, etc. Et ça marche pas. Et j'ai cette petite voix à l'intérieur qui me dit, oui, mais c'est parce que t'es pas bien, oui, mais c'est parce que t'es pas aligné d'un point de vue non-verbal, nanana, ça se ressent. Tu sais, comment on disait, t'es dans une énergie de manque. Bah ouais, tu m'étonnes que je suis dans une énergie de manque. En fait, je suis sur la mutuelle. Enfin, j'ai juste envie de démissionner. J'ai pas de thune, en fait, j'ai pas de plan B. Bien sûr que je suis dans une énergie de manque, c'est évident. Donc voilà. Et puis, du coup, comment est-ce qu'on en est venu à bien dans mon plumard? Bah, vous allez me dire, j'ai un mari en or. Je le sais, je le chéris maintenant tous les jours. C'est pour ça que tu t'es mariée avec, hein, je pense que... Mais je ne me rendais même pas encore compte de tout son potentiel à ce moment-là. Ouais, tu sais, j'étais vraiment prête à la fois à tout abandonner parce qu'à un moment donné, tu te dis mais ça marche pas, ça va pas. Enfin, t'as 0 retour, 0 marque d'intérêt. Et d'un autre côté, j'avais aussi un truc au fond de moi qui me disait mais tu peux pas abandonner parce qu'il y a pas de plan B. Donc tu peux pas abandonner, tu vois. Et puis c'est vraiment ça que tu veux. Enfin, j'ai travaillé en ligne, avoir cette liberté, cet impact aussi auprès des gens, etc. Franchement, même encore aujourd'hui, hein, tu me dis l'équilibre professionnel et l'importance d'être bien dans son boulot, etc. Mais c'est un truc, ça me porte, ça me drive. Je pourrais lancer encore un compte Instagram là-dessus. Je pourrais, mais ça me demande beaucoup d'efforts de pas le faire. Et puis, en fait, c'est mon mari qui m'a dit non mais tu sais Clémence, tu vois lui il est très pragmatique quoi. Moi je suis l'émotion et lui il a la raison. Et il me dit mais tu sais les gens qui veulent changer de boulot, ils sont pas forcément prêts à dépenser de l'argent pour ça. Nanana. Je suis toujours pas d'accord avec son point de vue parce qu'il y a des coachs en reconversion qui fonctionnent très bien. Mais bon bref. Et il me dit mais par contre
il dit, t'as quand même des connaissances hyper qualitatives et hyper utiles au monde, c'est le sommeil. Et là, je dis, ouais, mais non, mais c'est ce que j'ai fait à l'hôpital, tu vois. Donc moi, c'est encore connoté négativement. Il y a une première chose. Et la deuxième chose, c'est que je suis sur la mutuelle, en fait. Moi, je suis en arrêt de travail. Donc, lancer un compte Instagram pour faire ce que je faisais à l'hôpital alors que je suis en arrêt maladie, autant te dire que j'étais pas super à l'aise, quoi. Donc voilà, mais il me fait, écoute, ça, c'est vraiment... c'est vraiment niché, enfin, et c'est utile au monde, enfin, tu vois, c'est utile et c'est rentable. Tu vois, lui, il voyait vraiment ça comme ça. Donc, je me dis, de toute façon, ça ne me coûte rien. J'ai de la facilité à créer du contenu, j'ai plein d'idées. Moi, toutes les connaissances sur le sommeil, je les ai. Donc, un compte Instagram de plus ou un compte Instagram de moins, j'ai envie de te dire. On n'est plus à ça près. C'est ça, exactement. Et donc, je lance Bien dans mon plumard. Et c'est comique parce que j'ai cherché un peu quel nom choisir. Et puis je me suis dit, allez, arrête de te prendre la tête, fonce. Et puis en fait, c'est toujours resté parce que très rapidement, et ça a été vraiment mon signe positif, c'est qu'il y a des personnes qui sont venues à moi spontanément. Par exemple, des consultants de sommeil pour enfants. Qui avait d'ailleurs une grosse communauté. Moi, j'avais 50 followers. Et elle me disait, tiens, c'est super intéressant. Est-ce que tu voudrais faire une collab? Est-ce que tu voudrais qu'on fasse des posts ensemble? Et c'est là que tout a démarré. Par contre, au début, je montrais jamais ma tête, quoi, du coup. Je montrais pas ma tête parce que forcément, j'assumais pas du tout. Et puis heureusement, c'est mon collègue super adorable qui est toujours ami maintenant qui m'a découverte. Mais je me souviens encore du screenshot qu'il m'a envoyé. Il fait mais en fait ça c'est toi. Et là je oh mon dieu, panique à bord. Ça se sait que c'est moi. C'est ça, tu sais, je trouve toujours cette frontière de la visibilité, c'est hyper chaud à gérer. Et je dis oui mais tais-toi, ne le dis à personne. Et il me dit il m'a dit mais c'est génial Clément, c'est trop bien, je suis trop content pour toi et tout. Je dis cool. Et donc voilà, et donc j'ai lancé Bien dans mon plumard en octobre et le 15 février, mon cadeau de Saint-Valentin moi-même, j'ai été poser madame à l'hôpital. Non sans une petite pointe d'appréhension financière, n'est-ce pas? Mais sans regret, sans regret. Après, enfin si, évidemment, quand je dis sans regret, non, bien sûr, par rapport à la suite, c'est clair que non. Après, c'est hyper chaud de quitter son premier boulot avec qui qui m'a tellement procuré de bonheur aussi, et j'ai rencontré tellement de gens et tout, et partir par la plus petite des petites portes, c'est chaud, hein. J'ai dit au revoir à personne, j'ai pas été vider mon bureau, enfin, je suis jamais retournée dans les bâtiments de l'hôpital, jamais. La direction, c'était des bâtiments juste à côté, donc j'ai juste été à la direction, signé ma démission, et puis je suis repartie. Et c'est horrible parce que c'est un très bon hôpital dans ma région. J'aimerais aller me faire soigner là-bas. Heureusement, je n'ai pas besoin d'y aller parce que je suis pas retournée depuis, quoi. Ah ouais, ça a été assez radical. Enfin, il n'y a pas eu d'au revoir, quoi. Ça a été vraiment très strict. Je signe, on s'en va et puis jamais on se voit. Enfin, Ouais. voilà. Sauf si besoin de se faire soigner, ce que je ne souhaite pas, je touche du bois pour toi. Ouais. Mais ouais, il n'y a pas eu le temps de dire au revoir en fait à ces 10 années. Ouais. Ouais. Ok. Non, c'est fou. Non. Et en sachant évidemment qu'il y a beaucoup d'émotions sur lesquelles je n'ai aucune emprise. Je sais très bien que mon chef de service est ultra déçu. Parce que voilà, il m'a payé énormément de formations, etc. Et donc je n'ose même pas imaginer si on lui cite mon nom ce qu'il doit en dire. Mais voilà, il faut que je vive avec ça et que je vive avec le fait que il y a toujours deux versions à l'histoire et que moi je peux raconter la mienne si on m'en demande, si on m'en laisse l'opportunité. Mais en fait, on m'a pas vraiment posé de questions sur qu'est-ce qui se passait en moi et qu'est-ce qui faisait que j'allais pas bien en fait. Donc Ça, c'est vachement intéressant parce qu'on voit vraiment l'importance de
là, de se faire passer en priorité, faire passer tes besoins, et même là, c'était des limites, en fait. Tes limites Ouais. étaient dépassées, bon, déjà depuis plusieurs années. Enfin, tu l'as dit, ça a Ouais, commencé ouais. à coincer depuis un moment. Mais là, tu t'es rendu compte, alors, avec perte et fracas et beaucoup d'émotions et de tsunamis d'émotions, mais tu t'es rendu compte que là, par contre, c'est plus possible et que, bah, oui, t'as pris le risque de décevoir ton chef ou peut-être d'autres collègues, etc., mais qu'en même temps, c'était indispensable si toi, tu voulais te préserver et te sentir mieux Ouais. dans ta vie, quoi. Ouais, c'est maintenant qu'on peut débriefer de ça de cette manière-là, hein. À ce moment-là, c'est quand même hyper chaud de s'en rendre compte. Il y a quand même beaucoup de culpabilité, la colère aussi. Mais bon, après, moi, la colère, c'est un sentiment qui me drive beaucoup quand il y a de l'injustice. Donc, mais ouais, c'est là maintenant avec le recul, je suis sereine par rapport à ça. Après, si je le croisais dans la rue, si je croisais des anciens collègues dans la rue, je sais pas comment je réagirais, hein. Ça m'est pas arrivé, mais ouais, émotionnellement, c'est encore chaud, quoi. Mm. Oui, c'est surtout que tu étais arrivé sur un point de non-retour aussi, parce que mine de rien, effectivement, le jour où tu as posé ta démission, ça a été le non définitif. On ferme un bouquin pour en écrire un autre, tu vois. Mm. Mais il y a eu quand même toutes ces années et ces mois de lutte, que je mets entre guillemets, Oui. où malgré tout, tu as quand même essayé plein de choses pour te sortir de ce quotidien-là, tu vois. Enfin, mine de Ouais. rien, tu as créé plusieurs comptes Instagram. Et alors, même si ça n'a pas fonctionné, c'était quand même une solution pour toi pour essayer de retrouver un petit peu cette fameuse joie de vivre, etc., que tu avais un peu perdue. Ouais. Et au final, ben, ouais, la finalité, c'est qu'en fait, la seule issue possible, c'était cette démission-là. Tu vois, pour toi, Ouais. pour ton bien-être, pour ta charge mentale, pour la suite, etc. C'était vraiment la fin d'un cycle Ouais, c'est ça. et il Après, fallait débuter un nouveau, ouais. je pense que ce qui m'a vraiment aidé à poser cette démission, c'est parce que j'avais des signaux quand même plus positifs avec Bien dans mon plumard, quoi, tu vois. J'avais déjà signé des accompagnements, etc. Voilà, grande nouveauté. Mais premier, là, on peut parler d'une entreprise. Tu vois, ouais, ça c'est vraiment une fierté, c'est de te dire, waouh, punaise, ok, en fait tout ce que, même maintenant, ce que je me dis, c'est tout ce par quoi je suis passée, tu vois, toutes mes éparpillements, tous mes échecs, hein, franchement, quand tu communiques pendant 15 jours sur une bêta test et que tu fais 0 vente, c'est chaud quand même. Mais voilà, en fait, ouais, là je me suis dit, ok, là j'ai des signaux positifs. Et, ok, maintenant j'arrive à me dire qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que ça m'a apporté. Et vraiment, une des choses les plus positives, c'était de passer à l'action. Au moins, je me suis pas emmerdée avec la procrastination. Tu vois, je me dis, waouh, si j'avais en plus de ça procrastiné, j'y serais toujours pas. Et justement, d'un point de vue très pratico-pratique, parce que moi, c'est ma casquette plus coach business, etc., de toutes ces expériences-là, justement, qu'est-ce que tu as appris concrètement à travers tous ces échecs-là? Si tu pouvais nous lister, voilà, 2-3 trucs qui t'ont marqué de ces expériences, qu'est-ce que t'en retiens? Ah, plusieurs choses. La première chose, c'est de faire les choses dans le bon ordre. Pourquoi t'emmerder à faire pourquoi t'embrigader dans une formation en blogging si t'aimes pas écrire, en fait, et si tu ne crois pas en la stratégie du blog. Oui, c'était parce que je découvrais le monde des formations en ligne à ce moment-là. Voilà ma réponse. C'est parce que je savais pas que ça existait, en fait, hein, des formations pour t'apprendre à te mettre en ligne. Donc faire les choses dans le bon ordre. Et très rapidement, enfin moi je fonctionne beaucoup comme ça, focaliser sur les bonnes actions. C'est pas facile de savoir lesquelles. Moi généralement, je trouve que j'ai un bon instinct et j'ai la chance d'aimer le processus. Je m'en rends compte que depuis quelques mois que j'aime le processus. Parce que c'est vrai qu'au début c'est hyper chaud, t'as juste envie de faire du chiffre d'affaires, hein, soyons bien clairs. Mais en fait, c'est le processus qui te permet de faire du chiffre d'affaires. Tu vois, c'est la nana qui te contacte pour faire un post collaboratif, c'est le fait de te donner dans le post collaboratif,
c'est le fait d'aller papoter avec des gens en DM, etc. C'est tout ça, en fait, qui t'amène à faire du chiffre d'affaires. Donc, ouais, ça, je pense. Puis bon, après, si on veut faire l'éloge d'une formation, évidemment, c'est notre amie Aline Bartoli, hein, ça, on est bien d'accord. Ça, c'est à tout point de vue, tant pour débrancher mon cerveau, parce que je pense que ce qui a été très difficile pour moi aussi à un moment donné, c'est de savoir ce qui était bien de faire. Donc, tu vois, c'est d'avoir un peu une personne plus expérimentée qui te dit « Ok, suis les étapes dans cet ordre-là et ça va aller ». Je suivais déjà depuis longtemps Aline avant de prendre sa formation et j'ai décidé de lui faire confiance. De dire, ok, pendant 3 mois, j'arrête de me poser 10 000 questions, j'arrête de faire à ma sauce, je décide de faire confiance à quelqu'un qui visiblement a plus d'expérience que moi et de suivre son process. Et puis on verra bien ce que ça donnera. Et ça, oh mon Dieu, ça m'a soulagé une charge mentale incroyable. D'autant plus quand t'as 10 000 idées, quoi. C'est hyper chaud. Et comme je dis, ça, franchement, je rigole pas, mais c'est hyper difficile pour moi, même encore maintenant, de rester focus. Rester focus, sommeil, et sommeil, tu vois, Marmotte Club, pas faire 10 000 offres, en faire 2, et bientôt une 3e, mais quand même. Petit teasing. Ouais, c'est ça. Au bout d'1 an, je peux quand même sortir une nouvelle offre. Mais voilà, c'est ça. C'est l'essentiel, focus, et faire confiance à des personnes qui sont un petit peu plus avancées que soi pour nous guider, en fait. Les gens ont envie de t'aider, hein, généralement. Donc, voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis, et je crois qu'on en parlait il y a pas longtemps aussi avec Clémentine sur le fait que en fait, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent au départ et qui ont tellement envie de se prouver à eux-mêmes, à leur entourage, etc., qui sont capables de réussir, tout ça, qu'ils du coup n'osent pas demander de l'aide, tu vois, tout simplement, ou se faire accompagner, ou prendre une formation en ligne, etc., alors qu'en fait, ça leur faciliterait mais tellement la vie, ils gagneraient du temps, ils auraient justement le bon process, les bonnes étapes dans l'ordre, etc. Et c'est vrai que quand on se lance à son compte, on a cette croyance de vouloir prouver au monde entier que on est les meilleurs, tout ça. Donc ça me fait plaisir que tu... Made woman, quoi. Ouais. C'est ça. Et puis c'est pareil, aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tu vois plein de gens qui réussissent. Et c'est aussi pourquoi nous avec Clémentine on a décidé de faire ce podcast là, c'est que ok, il y a des gens qui réussissent, mais on voit pas toutes les étapes par lesquelles ils sont passés avant, et on ne voit que la partie en fait immergée de l'iceberg, tout simplement. Donc c'est hyper important d'en parler. Et justement pour rebondir sur ce que tu disais, donc les fameuses étapes, faire les choses dans l'ordre, etc. Justement pour quelqu'un qui se lancerait aujourd'hui, qui s'est pas encore branché sur des formations en ligne, etc. Pour toi, ça serait quoi les étapes primordiales dès le départ, tu vois, les premiers steps à mettre en place pour justement partir dans la bonne direction et pas perdre un peu de temps à essayer plein de trucs? Du coup, sur base de mes nombreuses tentatives et une réussite, je peux vous parler de mon expérience. C'est la première chose, c'est de se positionner sur un marché qui a du potentiel. Clairement, j'ai conscience aussi que Bien dans le Noir fonctionne bien parce qu'on n'est pas nombreux et qu'on n'est pas nombreux avec ma spécialisation. Voire même... je me sens un petit peu seule dans mon domaine. Donc voilà. Donc c'est vrai que franchement, ça facilite les choses, hein, pour aller plus vite, plus loin, être niché dans un secteur pour lequel il y a de la demande et potentiellement il n'y a pas beaucoup de concurrence, ou en tout cas, je pense que la concurrence c'est pas trop grave. Donc ça c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est test, quoi. Test and learn. En fait, tu perds rien. Je vois effectivement des personnes parfois qui se prennent la tête pendant 3 heures pour faire un post, un carrousel. Elles ont 20 followers. Je dis, mais non, c'est pas possible. Tu fais. Et c'est comme ça. Et c'est en faisant que tu vas t'améliorer. Personne n'attend de toi que tu fasses un post parfait dès le début. Et puis, ça veut dire quoi un post parfait? Ça, c'est une autre question. Mais non, vas-y, go, fonce. Ça, c'est vrai que j'ai pas eu peur de ça, de tester, de montrer, parfois peut-être des personnes qui m'ont trouvé ridicule, hein, c'est possible, mais c'est pas grave. Mais voilà, tester. Il y a rien à faire en fait, c'est l'action, passer à l'action dans tout, hein. On peut
observer, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'adore vraiment votre podcast, parce que pour moi, la notion d'échec, c'est quelqu'un qui est sur le bord de la route. Quelqu'un qui parle d'échec, c'est quelqu'un qui est sur le bord de la route et qui regarde les personnes sur la route. Quelqu'un qui est en train de marcher et qui fait son petit bonhomme de chemin, franchement, moi en tout cas, là voilà, c'est assez atypique ce que j'ai vécu, et je pense que ça peut parler à certaines personnes, mais c'est pas pour ça que je parlerais d'échec. Si j'étais pas passée par là, j'en serais pas là maintenant. Et donc, à vrai dire, dans ma vie entière, te citer un échec, ouais, à part une erreur d'envoyer un fichier sans pièce jointe, tu vois. Oui, ça c'est un échec, mais franchement, la conséquence est quand même pas dramatique, quoi. Mais sinon, c'est tout en fait. Voilà, c'est tout. Et c'est comique parce qu'il y a peut-être des gens qui peuvent se dire, ah ouais, elle a créé ça, elle a créé ça, elle a créé ça, elle fait plein d'échecs. Ouais, bah ouais. Mais ça, c'est quelqu'un qui a jamais ouvert de compte Instagram qui dit ça. J'adore. À tous les haters, écoutez bien. Bah ouais, mais attends, et c'est fou parce que on a tous, je pense, une vision tronquée de ce qu'on voit en story, de ce qu'on voit sur Insta, mais c'est évident. Et en fait, quand tu es dessus, quand tu le fais, tu sais qu'il y a une part, enfin, tu le sais. Et moi, je ne suis pas étonnée de voir que ce que je vois des gens dans leur story, c'est pas la vraie vie. Mais je le sais. Puisque moi-même, ce que je mets en story, je mets pas 100% de ma vie. Tu verras jamais mon mari en story, quoi. Et pourtant, Dieu sait qu'il prend une place importante dans ma vie. Mais, ouais. Donc, la notion d'échec, pour moi, c'est quelqu'un qui regarde les autres passer. C'est quelqu'un qui est sur le bord de la route et qui regarde les autres faire. Ouais, j'ai l'impression que ça revient beaucoup, justement, chez les gens qu'on a interviewés, en fait, l'échec, il est là si t'arrêtes, en fait, enfin, si t'abandonnes complètement. Et ça m'a fait penser à quelque chose, je vous le partage, parce que j'ai pensé ça ce week-end et je trouvais que c'était un peu ça. Dans mes cours de danse, dans les spectacles de danse que je faisais, t'as mes profs qui me disaient toujours, si tu te plantes ou si tu oublies un pas, continue. Ouais. Parce que show must go on, quoi. Parce que Ouais. sinon, c'est ça qui va se voir, en fait. Mais oui. Tu continues, même si ça ressemble pas tout à fait à ce que tes copines à côté elles font, bon, c'est peut-être un truc artistique, c'est peut-être contemporain, peut-être chacune fait un mouvement différent. Mais si tu t'arrêtes en plein milieu de la chorégraphie et que tu sors de la scène parce que t'es dégoûté et t'es là genre c'est bon, ça me gonfle, j'ai merdé, bah c'est là où ça se voit. Ouais. C'est là où tout le monde se dit ah putain, elle a merdé. Et toi en plus tu te sens mal parce que tu te dis j'ai merdé, je suis trop nulle en plus, pourquoi je suis sortie de la scène? Et c'est là où tu te fous la rate au courbouillon, alors que si t'as continué, bon, t'es peut-être un peu déçu, peut-être planté, mais finalement tu peux reprendre la chorégraphie et reprendre le plaisir que t'avais avant. Donc pour moi c'est exactement ça, c'est l'échec, c'est un vrai échec si tu cherches pas à comprendre en tout cas ce qui s'est passé et à continuer à améliorer, quoi. Clairement. Ah ouais, non, mais j'ai la même rêve que toi, Clem, puisque je fais de la danse aussi, donc ouais, clairement. Tu sais, quand on répète, quand tu fais un truc, puis tu fais « Oh merde !» Et puis la prof te dit « Surtout, tu ne dis pas oh merde !» ça se voit sur ton visage, hein, tu vois. T'es genre, tu souris, tout va bien, et tu continues. Et pour illustrer... Et pour illustrer le propos avec un fait d'actualité, parce que là, le jour où on enregistre, les JO ont commencé il y a 2 jours, sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, sur le tableau de Lady Gaga, on a un danseur en première ligne qui s'est vautré, mais d'une puissance magistrale. Bon, pour le coup, il y a des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux, mais on voit bien le mec qui se relève et qui continue sa choré, qui lâche pas, etc. Et au final, ça résonne tout à fait avec ce que tu viens de dire. Et bon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, elle doit tourner sur les réseaux. Tu vois, ça aide peut-être qu'il avait pas de coulisses où aller se planquer, tu vois. Quand t'as pas de plan B, tu restes sur la scène et tu continues, en fait, tu vois. Quitte à être là, c'est comme il y avait un nageur aussi qui s'était planté à une démonstration, il s'était pris tombé sur la planche de saut là, enfin, et c'était et au final, il a fait quoi lui? Il a réagi, il a fait des vidéos humoristiques sur ça pour se moquer de lui, enfin pour être dans l'autodérision, et du coup, ce qui pourrait passer pour un échec cuisant et la honte totale, au final.
ça a été très drôle, c'est passé crème et au final, bah, tu rigoles avec lui au lieu de rigoler de lui. Et je trouve que c'est une parfaite illustration. Ça aussi, les sportifs, c'est bien pour nous. Ça nous... Sportifs, danseurs, c'est une très bonne explication. Trop. Et j'ai même réutilisé son reel justement pour faire un reel humoristique au plongeur, tu vois. Et c'est même une source d'inspiration pour la création de contenu. Merci. Avec plaisir, avec plaisir. Non, mais c'est trop bien. C'est trop bien. Et du coup, moi, j'avais une question, pareil, plus mindset. Tu disais que cette phrase-là, il faut être aligné avec soi-même, ses valeurs, c'est important, et que ça te sortait par les trous de nez à l'époque où tu n'allais pas bien. Aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à cette phrase? Est-ce que finalement, parce que tu l'as vu dans tes expériences, tu as testé plein de choses, mais toi, ça allait pas psychologiquement, donc ça ne marchait pas. Toi, aujourd'hui, du coup, c'est quoi ton rapport à cette phrase ou au fait de faire ce qu'on aime finalement? Parce que tu l'as dit, j'ai fait du blog alors que j'aimais pas ça, bizarrement, ça n'a pas marché. Non, c'est clair. Alors, à cette période-là, tu vois, j'aimais vraiment ce que je faisais, mais effectivement, c'était vraiment le truc, je vais pas bien dans ma tête et donc ça peut pas bien aller de manière globale, tu vois. Alors, je reste assez mitigée. Alors, bien sûr que c'est important d'aller bien, bah surtout en fait quand on est psy aussi, hein, juste accessoirement, enfin même de manière authentique et d'être correct vis-à-vis des patients. Je pense que j'ai aussi plus d'outils de manière globale pour l'identifier et le prendre en charge. Je rejoins ce que tu disais, Lise. Il y a des personnes qui rebutent à se faire aider, etc. Moi, j'avais faim, donc c'était vraiment un blocage financier aussi de dire, en fait, je peux pas prendre un coaching, etc., etc. Et ça, mais il y a rien de tel que l'entrepreneuriat pour te switcher ton money mindset, quoi. C'est incroyable. Là maintenant, je chercherai pas à être une Wonder Woman, à être une self-made woman. Je chercherai de l'aide. Ça, c'est clair. Je donne un exemple tout concret. J'avais décidé volontairement de ralentir au mois de décembre. J'avais pris 0 accompagnement en décembre. Et donc, du coup, je me retrouve le 1er janvier avec 0 thune, 0 accompagnement. Tout va bien. Et j'ai décidé de prendre un coaching. Donc, non seulement je suis pas à 0, je suis à moins 600. Donc, voilà. Et ça a été la meilleure décision, quoi, parce que fin janvier, je faisais plus 4000. Donc, c'est quand même... je pense que tout mis l'un dans l'autre, c'est je vais mieux et j'ai plus d'outils et j'ai plus de recul. Et j'ai tenté plus de trucs parce que tous les jours qui s'est passé, j'ai été dans l'action du coup et aussi dans la réflexion. Elle me sort moins par les trous de nez. Je ne trouve pas d'autre expression donc mais je me dis quand même là depuis que ça va bien et depuis que Bien dans mon plumard fonctionne bien, j'ai pas encore eu de gros coups. Touchons du bois, s'il vous plaît, parce que là, la vie m'a quand même pas épargné les 4 dernières années, donc là, ce serait cool que, voilà. Mais j'ai énormément d'amour et d'empathie pour les personnes qui doivent, qui doivent passer par des événements compliqués et qui ont un business qui est rentable et qui n'ont pas envie que tout s'effondre, ce que je comprends tout à fait. Et là, je pense que, à l'heure actuelle, si je devais vivre une situation comme ça, je ne serais pas outillée maintenant, seule moi-même, pour y faire face. Et donc, à l'heure actuelle, mon réflexe serait de me faire accompagner, de me faire épauler. Je pense. Ouais. Ok. Ouais, en fait, c'est que tu as plus de recul. Enfin, maintenant, tu sais que tu as plus d'outils, tu sais repérer quand ça commence à aller mal. Et du coup, tu as la capacité de te dire, bon, là, il faut faire quelque chose. Si moi, je peux le faire, c'est cool. Mais si je peux pas le faire, il faut absolument que j'aille demander de l'aide un petit peu au plus vite pour justement éviter de retomber et de te laisser sombrer. Tu parlais tout à l'heure de la falaise, tu savais pas trop, justement. Et c'est ça qui fait peur, effectivement. Tu dis, ouais, mais si je lâche à quel point et est-ce que je pourrais me relever? Là, au moins, tu sais que tu pourras aller demander de l'aide pour que quelqu'un vienne te chercher en rappel ou t'accompagner justement à remonter en rappel. C'est clair.
Tout à fait. Et c'est pour ça que ça peut paraître un petit peu une phrase toute faite, etc. Mais c'est ce que je pense au plus profond de moi, que cette période-là, ce burn-out-là, bah maintenant, en fait, c'est une chance, en fait, d'être passé par là. C'est horrible à la fois de dire ça, parce que je ne le souhaite à personne, et à la fois, c'est quand même quelque chose qui m'a fait énormément grandir, une période qui m'a fait énormément grandir. À refaire, honnêtement, je fais tout pareil. Tu vois, enfin, les événements de vie et tout ont fait que bah, tu peux pas en fait passer outre. Et je me suis impliquée à 300% dans la fin de vie de mon papa. Et à refaire, je suis tout pareil. Donc, quand je remets les pièces bout à bout, bah oui, et à refaire, je reste la Suisse et je ne prends pas part au conflit. Et donc, en fait, c'était compliqué Ouais, peut-être que je m'arrête avant, j'en sais rien. Et d'un autre côté, à ce moment-là, bah, même chose, j'ai pas le recul nécessaire pour m'en rendre compte. Et donc, voilà. Tandis que maintenant, c'est clair. Là, maintenant, dans ma semaine, en priorité, c'est mon sport, du temps pour moi, et puis après, je case le reste, quoi. Ça, c'est sûr. Même pas Ouais, ton sommeil, du coup? Ah bah si, mais c'est mon sommeil. Oui, mais ça, c'est je évident. n'ai même plus besoin de le dire, tu vois. C'est évident. Ouais, mais ça, c'est intéressant de se dire, bon, enfin, de toute façon, c'est toujours ça quand on se prend une grosse claque dans la tronche. euh, on se dit toujours, bah, je ferai les choses de la même manière finalement parce que, j'avais pas le recul. Enfin, parce que c'est toujours pareil, on en avait déjà parlé, mais tu peux pas anticiper quelque chose Que tu dont t'as connais pas pas. le recul, que t'as jamais testé, tu sais pas quelles sont les conséquences. Donc toi, t'y vas et tu verras bien ce qui se passe. Mais Ah oui. au final, on referait les choses pareilles parce qu'on en apprend beaucoup de choses, même si c'est dans la souffrance, comme tu dis, on souhaite à personne de faire un burn-out ou de perdre voilà, des gens de son entourage. Évidemment que c'est d'une violence sans nom, mais t'apprends quand même des choses derrière qui t'aident à éviter ou en tout cas à mieux gérer la situation si tu y es confronté de nouveau et à savoir où sont tes limites beaucoup plus précisément. Et comme tu le dis, maintenant il est hors de question que je retombe là-dedans parce que j'ai vu où j'en étais, j'ai vu jusqu'où c'est allé et dans quel état j'étais. Aujourd'hui, les limites, elles sont là et c'est trop bien que tu dises clairement que dans ton agenda, il y a déjà ces moments pour soi qui sont posés, qui sont calés et qui sont non négociables surtout. Oui, bien sûr. Et encore plus depuis que je suis à mon compte. Parce que je me dis, à ce moment-là, j'ai encore eu, entre guillemets, la chance d'être salariée. C'est-à-dire que à partir du moment où je me suis effondrée, je suis tombée sur la mutuelle, je pouvais vivre avec ça. Là, maintenant, tu t'effondres, tu n'es plus capable de voir des patients, etc. Je sais pas ce que je fais, hein. Je sais pas ce que je fais. Donc, oui, non, c'est pour ça que je me rends compte, mine de rien, que ben, c'est peut-être arrivé à un bon moment, pour peu qu'il y ait de bons moments. Et oui, et que ce serait différent maintenant. Ok, ça marche. Oui, comme tu dis, il n'y a pas forcément de bons moments. Enfin, bon, c'est arrivé Non. au moment où ça devait arriver et bon, ça a apporté les apprentissages que ça a apporté et aujourd'hui, bah du Ouais, coup, avec oui, bien dans et mon plumard, ça se passe bien. c'est vrai que, pardon, excuse-moi, je t'interromps, mais il y a une notion aussi que je me répétais beaucoup quand j'allais pas bien et que ça ne m'aidait pas à aller mieux. Hein. C'était, mais punaise, Clémence, tu perds du temps, quoi. Tu perds du temps à aller mal. Et ça, je pense que je dois pas être la seule à me le dire. Parce que tu vois, déjà, dans mon cœur quotidien, c'est «Oh, la vie est trop courte, j'ai envie qu'elle soit remplie de plein de choses, etc. Mais le burn-out ne fait pas partie des choses sur lesquelles tu as envie de consacrer du temps, en fait, tu vois. Quand potentiellement tu peux être malade à 60 ans, que nanana, tu vois, que tu as accompagné des gens qui... Et tu te dis, oh, mon Dieu, mais combien de temps est-ce que ça va durer? Parce que je peux pas juste mettre entre parenthèses 2 ans, 3 ans de ma vie. C'est trop de temps, quoi. Mais ça ne t'aide pas à aller mieux. Hein. De penser comme ça peut pas aller bien. Ouais, j'avoue, cette notion, on l'a beaucoup eu. On avait fait un questionnaire là-dessus sur l'échec. Là, c'était plus sur l'échec, mais du coup, ça se rejoint. C'est quoi ta pire peur? Enfin, ou le mot qui te vient en priorité, et c'était ça, c'était perte de temps. Genre, je perds du temps à me planter. Mais en soi, tu fais pas exprès de te planter. Je veux dire, t'as pas calculé que t'allais te planter, et puis bon, bah,
là, pareil, quand ça va mal, tu perds du temps, mais c'est terrible. En fait, tu te mets une pression de dingue. Dépêche-toi, faut aller mieux. Là, on n'a pas le temps. Il y a un business qui doit tourner. Arrête de geindre et puis ça va aller. Mais comme tu Exactement. dis, c'est complètement contre-productif du coup. Ah oui, mais c'est horrible, hein. C'est difficile de se sortir de ce genre de pensée, hein. C'est vraiment pas facile, hein. Et ce qui est encore plus paradoxal, c'est que pour plein d'autres choses, dans plein d'autres secteurs différents, il n'y a aucun souci à galérer, à tomber, etc. Par exemple, quand tu apprends à marcher, tu te casses la gueule plein de fois. Quand tu apprends à faire du vélo, tu te casses la gueule plein de fois. Quand tu apprends à nager, tu vas te noyer une paire de fois avant d'y arriver. Enfin, tu vois ce que je veux te dire? Et dans plein de cas, tu acceptes parce que ça fait partie du process. Mais même demain, tu fais des études pour devenir coiffeur, tu vas pas réussir à faire un brushing du premier coup parfaitement. Tu vois ce que je veux te dire? Tu vas louper certainement 2-3 modèles. Tu vas d'abord t'entraîner sur des têtes, je sais pas qu'on appelle ça, là, des têtes à coiffure, quoi. Et après, au bout de plusieurs erreurs, tu vas apprendre la technique, tu vas apprendre comment faire, etc. Et là, il y a aucun souci avec ça. Par contre, quand il s'agit de toi, de ta propre vie, de ton propre boulot, etc., là, bizarrement, on passe tous, et c'est pas une critique que je fais, hein, parce que j'y suis passée, je pense que tout le monde y passe aussi, on passe tous dans ce mindset de se dire, en fait, je peux pas échouer, je dois absolument réussir, etc. Et c'est ça qui te fait culpabiliser, parce que du coup, tu mets en place plein de trucs qui n'aboutissent pas, tu as des résultats pas à la hauteur de tes espérances, etc. Et alors que il suffit juste de se dire, ok, j'accepte, ça fait partie du process, et on va y arriver, quoi. Mais je pense que ça, c'est vraiment la lame à double tranchant, entre guillemets, de l'école de la vie, tu vois. À l'école, c'est autorisé d'échouer, tu vois, enfin, plus ou moins. Mais, tu vois, quand t'es en apprentissage ou quoi. Mais, en fait, l'entrepreneuriat, on t'apprend rarement quand même à être entrepreneur. Et c'est l'école de la vie. Et puis, t'as un discours un peu implicite de, dans la vie, tu peux pas te planter. Tu peux te planter quand t'es apprenant, quand t'es stagiaire, etc. Mais dans la vraie vie, du coup, tu peux pas te planter. Mais si ton apprentissage, c'est l'école de la vie, enfin, il y a un truc un peu, bipolaire comme ça, un peu déconnecté une incohérence, quoi. Enfin, je pense qu'on a du mal avec l'échec parce que c'est très mal vu quand même de se planter. Au contraire, c'est très mal vu de se planter, même si on aimerait tous avoir le droit à l'erreur. Parce qu'on aimerait tous pouvoir se dire, ben oui, je sais que j'ai le droit, ça va bien se passer. Mais quand tu vois sur les réseaux sociaux quelqu'un qui se plante et où il se fait tacler la tronche assez violemment parce que pour la moindre petite faute, une faute d'orthographe, tu vas avoir la police d'Instagram qui va te dire ah, et l'orthographe, ça, tu l'as pas appris. Du coup, on aimerait tous avoir le droit à l'erreur, mais parfois la société, je pense que c'est ça aussi, ce paradoxe de la société te renvoie le truc que non, t'as pas le droit parce que quand tu vas faire une erreur, tu vas te faire taper sur les doigts. J'ai une personne qui m'avait dit ça un jour, genre pour moi l'erreur, l'échec, c'est je vais me faire taper sur les doigts. Et si c'est ça, bah du coup je veux pas parler d'erreur, je veux pas faire d'échec parce que j'ai pas envie qu'on vienne me punir et me taper sur les doigts. Du coup c'est assez terrible parce qu'on est tous très bienveillants, tolérants, genre vas-y, c'est pas grave si tu te plantes, c'est l'apprentissage, ça va faire du bien, tu vas en retirer plein de choses. Mais en même temps, dans la réalité des faits, c'est pas toujours aussi bienveillant. Et je pense aussi qu'il y a une bonne dose d'ego et de fierté, hein, parce qu'en général, quand on a des gens qui, par exemple, qui font des erreurs, des échecs autour de nous, etc., on aura tendance justement à être hyper empathique, etc., mais c'est pas grave, t'inquiète pas, t'as essayé, voilà, tout ça et tout. Par contre, quand il s'agit de nous, je pense qu'il y a aussi le petit bonhomme ego et fierté qui vient taper sur ton épaule, qui vient te dire, toi, t'es pas comme les autres, tu vas y arriver, etc. Et en fait, quand tu te plantes, ça fait aussi un petit peu de mal à ton toit intérieur. Et c'est aussi difficile de se l'avouer, tu vois. Parce que oui, il y a ce côté paradoxal avec la société qui nous renvoie qu'on a le droit d'échouer, mais en même temps, si on le fait, voilà. Et d'un autre côté, il y a, je pense, mais ça, c'est humain aussi, tu vois, ce fait de vouloir être la meilleure version de soi-même, de vouloir tout faire parfaitement du premier coup, tout ça et tout. Sauf que c'est bullshit à fond, quoi. C'est clairement ça. Ouais, mais franchement, c'est vrai que c'est des notions quand même super intéressantes et je me demande vraiment, mais d'où ça vient, tu vois? Qu'est-ce qui fait que dans notre culture, c'est si ancré? Alors oui, il y a peut-être le système éducatif, etc. Mais il y a quand même un truc hyper ancré. Je suis jamais allée aux États-Unis, je suis vraiment intriguée par ça parce que tout le monde dit, on a déjà tous lu la différence de rapport de l'échec entre les États-Unis et l'Europe. C'est quand même très très différent, enfin de ce que j'ai lu, je n'en sais pas plus, mais
c'est interpellant quand même, parce que je vais dire, fondamentalement, on a déjà toutes été mauvaises et on le sait. Même dans nos moments de génie, dans nos moments d'expertise, etc. On est tous... Enfin, et c'est OK, en fait. Je pense que personne n'attend vraiment de... Enfin, je pense à mes patients, tu vois, par exemple. Si je bafouille, si je suis pas toujours au top, ils m'en vendront pas. Ils savent très bien que je suis humaine et que ça arrive. Mais d'où ça vient un peu cette pression, j'en sais rien. Enfin, parce que ouais, c'est vraiment un point commun très, très fréquent quand même. Yes. C'est comme ce que tu disais, on nous apprend à l'école qu'on peut échouer, etc. Mais dans la vie adulte, entre guillemets, on n'a pas le droit. Moi, j'ai envie de te dire, quel est le con qui a dit ça? Enfin, d'où est-ce qu'elle vient? Non, mais tu vois, d'où est-ce qu'elle vient cette idée reçue? Parce que je connais pas de punchline d'un philosophe ou d'un écrivain ou d'un machin qui a dit, t'as le droit de te planter à l'école, pardon. Mais par contre, t'as pas le droit de te planter dans ta vie pro. Socrate. Peut-être que ça existe, hein, je sais pas, je suis pas la plus instruite sur ce genre de sujet, mais non, mais tu vois, je veux dire, elle vient d'où cette idée de merde, quoi? Enfin, quel est le con qui a soufflé cette idée et qui du coup l'a laissé se propager dans les oreilles de tout le monde, parce qu'au final aujourd'hui c'est ce que tu crois et c'est dommage. Ouais, c'est clair. L'argent sûrement. Si tu te plantes, ça fait perdre de l'argent, ça fait perdre du temps etc. Ouais, mais c'est pas parce que tu vois, les Américains, ils ont quand même aussi un attrait financier. Enfin, bon, après, je vais pas tout le temps prendre les États-Unis en exemple, hein, mais je sais pas. Tu vois, c'est un mystère. Si vous nous écoutez, venez nous dire à votre avis. On sera ravis d'avoir vos retours sur. C'est ça, anthropologie de l'échec. C'est ça, venez nous dire. Ça sera la saison 2 du podcast. Où, quand, comment, pourquoi, la différence, États-Unis, Europe. C'est ça, Asie, parce qu'il y a de quoi investiguer aussi en Asie, hein, en Chine, culture de l'échec, je crois que ça doit pas rigoler quand même. Hein. Ils sont encore moins fun que nous. Ouais, c'est ça quoi. Ouais, ça, ouais. Bon, on verra ça, on se renseigne. Venez nous dire, vous, ce que vous pensez de tout ça. Quand je t'ai dit que j'avais plein d'idées, tu vois, tu peux lancer un compte Instagram anthropologie de l'échec. Ah, moi, c'est tout trouvé, hein. Si vous avez besoin d'idées, moi, je suis là, les filles, hein, vous savez. Hein. Avec plaisir. On fera appel à toi pour la création des comptes. C'est ça. Et quand on sera connu mondialement, on te créditera partout, t'inquiète pas. Ouais, j'y compte bien, évidemment. Je vais être très bien seule toute seule. Parfait. Bon, Clémence, merci beaucoup pour ces idées de compte Instagram, déjà. Et pour ton témoignage si honnête, sincère, et puis riche en émotions quand même, mine de rien. Merci beaucoup. Merci à vous pour la richesse du podcast et de la thématique que vous abordez. C'est vraiment précieux. J'espère que les gens se sont régalés avec notre épisode et je suis sûre qu'ils se régaleront aussi avec les autres. C'est certain. Du coup, on te retrouve sur Instagram essentiellement, bien dans mon plumard. Voilà, exactement. On met tout dans la description, évidemment. Il y a le Marmotte Club, il y a les accompagnements individuels. Voilà. Pour l'instant. Voilà, puis il y a une formation pour les professionnels qui arrive très bientôt pour accompagner le sommeil dans vos accompagnements déjà. Donc, prendre en charge le sommeil au sein de vos accompagnements. Voilà. Voilà mon petit teasing. Waouh, super. Restez connectés. Super. Merci beaucoup, Clémence. Merci à vous, les filles. Merci Clémence. Ciao. Si l'épisode t'a plu, partage-le à tes potes en galère et dis-nous qui tu aimerais découvrir sur ce podcast. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et rappelle-toi, c'est pas parce que t'as la loose que t'auras pas de flouze. #DropTheMic. Mais qu'est-ce que tu fous? T'es encore là?